Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale, nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en débattre. Prêteront-ils oui ou non serment? Vous le savez, la question des prestations des serments des nouveaux juges nommés à la Cour constitutionnelle par le président de la République pose problème. Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda ont rappelé à Félix Antoine Tshisekedi qu'ils sont attachés au texte. Le président aurait violé, selon certaines sources, la loi en nommant ces magistrats-là. Nous tenterons de parler de cette question-là. On reviendra également sur la vraie prestation. Faut-il aller faire prêter serment aux magistrats de la Cour constitutionnelle sans la présence du Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat? Là aussi, nous ferons un focus là-dessus. Ce soir, pour la première fois, je suis honoré et heureux de recevoir sur ce plateau le professeur André Mbata. Professeur, bonsoir. Bonsoir Perrault, je suis aussi heureux de recevoir votre invitation pour la première fois, mieux vaut tard que jamais. Mais il faut dire que quand vous étiez sur une autre chaîne, j'appréciais la qualité de vos interventions, votre animation du débat et puis la façon de... Il y avait quand même certaines valeurs que j'espère voir de la part des journalistes congolais. Merci professeur, c'est un grand privilège d'avoir une tête aussi bien faite que la vôtre sur ce plateau. Vous êtes professeur des universités, vous enseignez à Kinshasa, vous enseignez ailleurs aussi, écrivain de plusieurs ouvrages. J'ai d'ailleurs un tout dernier, si je dois vous dévancer, le tout dernier que vous avez publié, c'est chez l'Harmattan, vous allez présenter bientôt là. Ce n'est pas le dernier, c'est un ouvrage que j'ai effectué lorsque j'étais professeur invité à Paris 13 en France. Et il était important pour moi que je réfléchisse sur la question du consonalisme, des droits de l'homme et particulièrement de droit à la vie, l'abolition de la peine de mort. C'est un ouvrage que j'avais écrit il y a quelques années, il n'est pas le dernier. Donc l'abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, vous prêchez pour l'abolition de la peine de mort. Quand bien même qu'ici dans notre pays, on est en plein moratoire et qu'on n'exécute plus les gens. Mais vous dites qu'il faut franchir le Rubicon, nous devons prendre notre courage à bras-le-corps et abolir la peine de mort au Congo. Et justement ça, et vous l'avez bien dit, nous sommes sous un moratoire de fait. On peut condamner, donc la peine de mort reste inscrite dans notre code pénal. Il peut être prononcé par les cours des tribunaux, mais il ne peut pas être exécuté en vertu du moratoire. Ça, c'est depuis plusieurs années. Mais il faut aussi dire que d'après l'article 61 de notre Constitution, le Constitution congolais était clair. Lorsque nous demandons qu'on abolisse la peine de mort, ce n'est pas un effet de mimétisme ou un effet de mode, mais c'est parce qu'à l'article 61 de la Constitution, nous, peuple congolais qui avons adopté cette Constitution, avions dit, en aucun cas, il ne peut être dérogé au droit à la vie. En aucun cas, qu'il pleuve ou qu'il neige, que le Koulouna tue ou que nous sommes sous agression ou pas, en aucun cas, nous, peuple congolais, avions décidé de ne plus avoir... Mais c'est aussi un problème psychologique, c'est aussi un problème moral. Vous pensez que les Congolais sont aujourd'hui acceptés que nous puissions abolir la peine de mort alors que les gens souffrent, notamment des viols, des massacres en quantité, des Koulouna. J'ai comme l'impression que vous refusez de dire que c'est par copie ou par mimétisme, mais dans le fond, le Congolais lambda ne voudrait pas qu'on abolisse la peine de mort. Mais vous avez tout à fait raison, Perrault. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque cette constitution est adoptée par référendum, plus de 85% des Congolais, vous savez, le préambule commence toujours par « nous, peuple congolais ». C'est nous, peuple congolais, qui avons décidé. Donc ce n'est pas le peuple combattant. En réalité, en faisant une telle proposition de loi, vous ne vous faites que le porte-voix de la volonté du peuple tel qu'il l'a exprimé dans la loi fondamentale. Donc les Congolais, disons ceci, lorsqu'ils ont mis cette disposition dans la Constitution, mais le pays était sous agression. En 2005, nous avions tous ces guerres à l'Est et on tué, mais le peuple congolais a dévancé pour dire que nous, conformément à nos traditions, conformément à notre volonté, et voilà, on peut appliquer d'autres peines. Parce que lorsqu'on dit on abolit la peine de mort, ce n'est pas qu'on fait sortir les prisonniers, les condamnés à mort de prison. Mais nous allons demander qu'on substitue la peine de mort par d'autres peines non moins contraignantes comme la prison à vie. Professeur Mbata, vous êtes un intellectuel rompu, ça on ne discute pas là-dessus, professeur des universités, je l'ai dit, constitutionnaliste réputé, mais les gens qui vous regardent vous critiquent. On dit de vous que vous êtes un intellectuel acheté, un intellectuel qui voit les choses dans un même sens. Aujourd'hui, vous êtes un intellectuel politisé. Comment vous, intellectuel, vous trouvez la frontière entre, d'une part, la science, l'intellectualisme, et de l'autre part, la politique dans laquelle vous êtes plongé depuis un temps? Mais apparemment, c'est pourquoi je suis venu à cette émission. Vous ne posez que des questions pertinentes et profondes. Merci. Effectivement, l'intellectuel est chez... Je crois que c'est Joseph Kizerbo, l'historien burkinabé actuellement, il est disparu, c'est l'un de nos meilleurs historiens. Il écrivait quelque part
que l'intellectuel neutre n'existe pas. Si quelqu'un vous dit qu'il est intellectuel neutre, il n'existe pas. Vous regardez la caméra. L'intellectuel neutre n'existe pas. Il n'existe pas. Ce serait une fallacie. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui est toujours engagé pour une cause. Et d'ailleurs, lorsque le terme intellectuel est né dans la tradition française, bon, j'enseigne effectivement en Afrique du Sud, j'enseigne en anglais, mais ça ne m'interdit pas de lire la littérature française. Lorsque la première fois le mot intellectuel dont on parle tant, tout le monde se dit intellectuel, mais il faut parfois le rappeler, le mot naît dans la tradition française et dans l'affaire Émile Zola. Émile Zola, le capitaine Dreyfus, c'était un capitaine français d'origine juive, il avait été condamné, on l'avait accusé de trahison, alors qu'il n'était pas traître. Alors, des personnes courageuses sont montées au créneau, parmi eux Émile Zola, qui a écrit le fameux « J'accuse ». Ils ont commencé à défendre celui qui était condamné, justement. C'est comme ça que le mot intellectuel est né. Donc, l'intellectuel devient un peu... Donc, c'est le porte-parole des sans-voix, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, ceux dont les droits sont violés, ceux qui n'ont pas d'autre recours. Ils trouvent en intellectuel l'ambassadeur, c'est lui qui peut parler pour eux. Et c'est comme ça que l'intellectuel est né. En revenant au fond, l'engagement de professeur, j'ai dit, l'intellectuel, c'est toujours un homme engagé pour une cause. Il n'y a pas de neutralité. Lorsque ça ne vous embête pas que certains disent Mbata a vendu son âme, Mbata, ses réflexions intellectuelles sont orientées, sont tendancieuses, ça ne vous dérange pas? C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un intellectuel. Un intellectuel, c'est toujours quelqu'un d'engagé pour une cause. Et Perrault, dites-moi, lorsque le peuple vit dans un pays comme celui-ci, où j'ai toujours dit, vous savez, les Congolais ont réalisé un miracle que même Dieu ne peut pas réaliser. Ça, vous le savez au moins, parce que je crois que vous avez l'habitude d'interviewer les pasteurs. Mais je vous dis que les Congolais ont fait un miracle que même Dieu ne peut pas faire. Lequel? Transformer un paradis en enfer. Ça, même Dieu ne peut pas faire. Même Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas faire ça. Transformer le paradis en enfer, même Dieu ne peut pas faire. Les Congolais l'ont fait. L'une des terres les plus riches de la planète, et le peuple vit dans des conditions misérables. Ils n'ont pas d'eau et d'électricité alors qu'ils ont les fleuves les plus puissants. Ils ont tout. Non, ça c'est terrible. Donc je disais, c'est depuis plus de 3 ans. Le pauvre André Mbata n'a pas attendu l'avènement de Félix Tshisekedi. Vous êtes des médias, vous connaissez. Mais j'ai dirigé avec des amis la transition sans Kabila. Le combat pour ne pas toucher à l'article 220. Et à l'époque, nous étions les amis, Martin Fayulu était avec nous. Et les autres, c'est nous nous avions contribué à ça. Si on était engagés. Si vous comprenez la neutralité, vous dites que ça n'existait pas chez l'intellectuel. Pourquoi vous en êtes pris à Bochab, par exemple, lorsqu'il écrit son livre entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation? Parce que là également, lui, il a pris tendance. Oui. Aujourd'hui, vous dites que l'intellectuel, la neutralité était compatible à la notion de l'intellectuel, alors qu'à un moment donné, vous êtes opposé aux intellectuels qui, eux, ne se sont pas aussi montrés neutres. Non, le problème à ce moment-là, c'est lequel? L'intellectuel, c'est toujours un homme engagé. Mais engagé pour quelle cause? C'est là le problème. Est-ce que vous êtes engagé pour la vie de la nation ou pour l'inanition de la nation? C'est ça tout le problème. Parce que l'engagement, il y a quelqu'un qui s'engage, il s'engage pour le meurtre, il s'engage pour détourner tous les biens du pays, détruire la nation. Ça, c'est aussi un engagement, c'est un engagement négatif. Vous n'avez pas un thermomètre pour juger l'objectivité des engagements des gens. On reste dans les principes, hein, professeur Mbata. Vous dites que la neutralité est un terme compatible à l'intellectuel, mais dans notre histoire la plus récente, vous vous êtes opposé aux intellectuels qui se sont montrés un peu inclinés à gauche ou à droite. J'ai cité le cas du professeur Évariste Bochab. Je ne reviens pas sur le cas du professeur Évariste Bochab, parce que lui-même, Évariste Bochab, c'est un intellectuel, un grand. Et l'un des plus grands constitutionnalistes de ce pays. Évidemment, je suis parmi eux. Mais vous avez vu après son ouvrage, vous avez revu le professeur Évariste Bochab? Vous avez l'intellectuel, c'est aussi se remettre en cause. Est-ce que vous avez revu le professeur Bochab vous parler de l'inanition de la nation? Vous avez même déjà entendu le prof Bochab dans un débat sur ces questions-là? Mais le professeur Bochab, c'est l'un des plus grands, dans tous les cas, dans le cas du FCC. Il n'y a pas de plus grand constitutionnaliste qu'Évariste Bochab. Et vous ne le voyez pas dans les médias entrer, non. Il le comprend et en réalité, nous partageons beaucoup de choses en commun avec le professeur Évariste Bochab, ce que des gens ignorent. Donc c'est pour cela Et puis, un intellectuel peut aussi se tromper, ce n'est pas un saint. Il n'y a pas de dogme d'infaillibilité pontificale, comme chez le pape. Non. Nous pouvons aussi nous tromper. Et l'intellectuel, c'est qui? C'est celui qui découvre rapidement qu'il s'est trompé et qu'il emprunte la bonne voie et vous ne voyez plus le professeur Évariste Bochab.
Et ce n'est pas pour cela que cela amoindrit. Non, bien au contraire. Donc voilà un peu pour répondre à votre question qui était assez importante. Professeur Mbata, on va aller dans le fond de ce pourquoi je vous ai invité ici. Je voudrais poser cette question toujours en termes des préliminaires. Pour celui qui vous regarde, alors, vous dites qu'il n'y a pas de neutralité. Vous êtes qui? Vous vous définissez comme quoi? Un tshisekidiste, un intellectuel, un politique? Mbata est quoi? Comment vous vous circonscrivez vous-même? Un universitaire, un intellectuel résolument engagé pour la cause de son peuple. Engagé pour la cause de son peuple. Et vous savez, pas un politique, Jean-François Bayard, un politologue français bien connu, a écrit un ouvrage très intéressant que j'aime souvent citer. Jean-François Bayard a écrit quand il était au Cameroun, un livre intitulé « La politique du ventre en Afrique ». Il est parti d'une observation à Douala, à Yaoundé. Il trouve qu'en Afrique, lorsque vous êtes nommé ministre, Pierrot, comme vous êtes là, le ventre grossit immédiatement. La politique du ventre. Mais un jour après, vous êtes révoqué par l'ordonnance présidentielle. Il n'y a plus de ventre. Vous devenez méconnaissable. Et il s'est dit, donc, en Afrique, beaucoup de gens font la politique du ventre. Et il y a aussi un problème pour les intellectuels. Il y a aussi des gens ou des diplômés, des gens qui font la science du ventre. Il y a la politique du ventre, la science du ventre. Ça, c'est aussi un problème dans nos pays, surtout dans les pays de l'Afrique noire subsaharienne. On fait la science, on va aller dans tous les médias, ce n'est pas le cas. Pour se faire voir et le lendemain être nommé PDG, et ceci, cela, ce n'est pas un problème si vous êtes nommé. Mais le savoir, j'ai toujours dit, notre savoir comme universitaire n'a pas de sens s'il ne contribue pas au bien, au mieux-être du peuple congolais. Sinon, il n'y a pas de savoir. Parce qu'on nous a dit la devise de l'université, c'est laquelle? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc tout ce que nous faisons, notre savoir, mon cher ami, ce n'est pas nous qui comptons. Ce n'est pas l'enrichissement, vous n'êtes pas là. Non. Un universitaire comme des gens comme nous, vous avez passé une trentaine d'années à lire, à étudier le droit constitutionnel et à l'enseigner dans plusieurs universités. Et c'est ça ma carrière en fait. Je me définis d'abord comme un universitaire, pas un politicien. Voilà un peu... Donc vous êtes un peu malheureux lorsqu'on dit que Mobutu a donné le pays entre les mains des universitaires, le professeur d'université. C'est vous qui l'avez détruit. Hein, parce que bon, ça c'est aussi une rhétorique qu'on a l'habitude d'entendre. Il a donné à des diplômés qui n'étaient plus réellement des universitaires. C'est ça le problème. Le pays, ces gens-là, dans ces fonctions-là, ils n'étaient plus vraiment universitaires. C'est-à-dire capables de se remettre en cause. Un universitaire, c'est un critique permanent. C'est quelqu'un qui doit être capable de se remettre en cause. Si vous avez emprunté une voie, et vous l'avez fait également, parce que vous avez maintenant votre chaîne, vous venez de quelque part, je ne vais pas rappeler. À un moment donné, vous jugez que non, je peux faire cela. Capable de se remettre en cause. Mais beaucoup de gens, dans ce pays, nous n'avons plus tellement d'intellectuels. Nous avons plus de porteurs de diplômes. À Longinaye, comme on dit en Lingala, il est gradué, il est licencié, il est même docteur. À Longinaye, mais nous avons plus de porteurs de diplômes que d'intellectuels dans ce pays. Malheureusement pour le pays, justement. Professeur Mbata, l'actualité politique dans le pays reste dominée sur cette question des prestations des serments des magistrats. Vraisemblablement, le FCC, avec sa majorité au Parlement, a décidé de bloquer la machine avec Janine Mabunda et Alexis Tamboumamba. On reproche au président le fait d'avoir violé la Constitution en nommant les juges de la Cour constitutionnelle. Vous êtes constitutionnaliste, vous enseignez le droit constitutionnel. Félix Antoine Tshisekedi a-t-il, oui ou non, violé la Constitution en nommant les juges à la Cour constitutionnelle? Bon, c'est une question vraiment dont on parle. Mais pour répondre, j'ai toujours dit une chose auparavant, s'agissant du droit. J'ai toujours dit que tout le monde n'est pas juriste. Et tout juriste n'est pas constitutionnaliste, même s'il a un doctorat en droit. C'est-à-dire le diplôme le plus élevé en droit, c'est le doctorat. Même s'il a un doctorat en droit, il n'est pas constitutionnaliste. Mais ça ne nous empêche pas d'opiner là-dessus. Ça n'empêche pas. Ne faites pas de ça une plate-bande comme à un moment donné. C'est pourquoi je viens ici à votre émission, parce que ça a un aspect éducatif, pédagogique. Parce que pour moi, c'est quoi? Je ne réussirai ma mission comme constitutionnaliste que lorsque je peux aller dans mon village, faire comprendre aux villageois de chez moi le sens de certaines dispositions de la Constitution, quitter les amphithéâtres. Que ceux qui m'ont envoyé, je viens d'un village, mes parents n'ont pas été professeurs d'université, je suis d'ailleurs le premier professeur d'université de chez moi. Bon, Dieu merci aussi, le premier professeur de droit public à l'Université d'Afrique du Sud, c'est la grâce de Dieu. Donc, nous ne réussirons que si les notions les plus compliquées là, nous pouvons les simplifier pour que notre peuple comprenne. En réalité, ce n'est pas une préserve des constitutionnalistes, et ce sont des experts, parce que tout le monde, il y a des docteurs de la loi. Mais tout le monde doit comprendre parce que c'est la constitution du pays. Revenons à la question. De la nomination des magistrats. De la nomination des magistrats.
j'ai dit sur plusieurs chaînes, et je dois le redire ici, que cette nomination des magistrats et à Cour de cassation, d'autres juridictions, c'est faite conformément à la Constitution. Nos amis, voilà, il faut, vous savez, quand vous répondez à une question, il faut voir aussi les thèses des autres. Ils ont dit, écoutez, il n'y a pas eu réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, ils l'ont dit. Et puis, il n'y a pas eu contre-saint du Premier ministre. Ça, ils l'ont dit. Ça, ils l'ont dit. Ça, ce sont leurs deux arguments fondamentaux. Ils ont parlé de l'inamovibilité des magistrats. Ils ne devaient pas partir avant la fin de leur mandat. Bon, le président n'a pas respecté ça. Donc, ça, on a répondu comme ça. D'abord, sur le contre-saint ministériel. C'est sûr que c'est le Premier ministre qui contresigne les ordonnances du président de la République. Et parce que c'est un professeur de droit constitutionnel, je dois vous dire que le contre-saint n'existe pas seulement pour les ordonnances du président de la République. Même les décrets du Premier ministre lui-même peuvent être contresignés par d'autres ministres. Parce qu'il faut que notre peuple soit suffisamment averti que le contre-saint dont on a parlé tant, il ne vaut pas seulement pour les ordonnances, même pour les décrets, ils peuvent être contresignés. C'est la Constitution. Bon, maintenant, c'est cette Constitution qui dit que les ordonnances sont contresignées par le Premier ministre. Mais c'est la même Constitution qui dit également à l'article 90. 90, vous aviez promis d'avoir votre... Oui, parce que bon, j'ai quand même battu sur le plateau, j'ai demandé mon téléphone parce que j'ai ma Constitution à l'intérieur. Donc, je vais commencer à vous suivre. L'article 90 dit effectivement qu'en cas d'empêchement, le Premier ministre est remplacé par le membre du gouvernement en ordre de préséance. Et dans ce cas, c'était le vice-premier ministre de l'Intérieur. Mais le Premier ministre était dans le pays, monsieur le professeur Mbata. Et puis on dit qu'en termes d'intérim, il y a quand même des matières sur lesquelles l'intérimaire n'est pas appelé à agir. Bon, mais ils se sont trompés. Nos amis qui se sont trompés. On dit ceci, en cas d'empêchement. Mais vous pouvez être même à Kinshasa être empêché, Perrault. Vous pouvez être à Kinshasa et être empêché. Et ceux qui disent ça, par exemple, prenons, j'ai vu certaines ordonnances du Premier ministre Bruno Tshibala, mais contresignées par Cheikh Kitundu, à Kinshasa. Cheikh Kitundu n'était même pas en déplacement. Il y avait aussi Thomas Umbo, quelqu'un de la Défense, qui avait aussi contresigné auparavant. Ils étaient dans la ville. Ce qu'on dit, c'est en cas d'empêchement. Donc ce n'est pas une ruse de Félix Antoine Tshisekedi qui a demandé à Ilunkamba d'aller à Kisangani et de profiter de cela pour faire signer, contresigner ces ordonnances par quelqu'un de son obédience. Non, je vous dis que l'empêchement peut se constater même quand vous êtes là. Supposons que vous êtes à Kinshasa, vous êtes malade. Vous ne viendrez pas signer. Et vous vous dites, c'est vu la nécessité et l'urgence. Mais c'est le président de la République qui apprécie. Vous pouvez être à Kinshasa dans un lit d'hôpital et puis par ce temps de coronavirus, vous savez, les gens prennent trop de dispositions. Vous pouvez être empêché même en étant à Kinshasa. Il ne s'agissait pas de la ruse, c'était prévu. Alors maintenant, l'intérim, cet intérim constitutionnel, on ne vous dit pas, ce n'est pas votre décision. Un intérim, vous avez raison en droit administratif, un intérimaire ne peut pas prendre de grandes décisions. Mais l'ordonnance s'appelle ordonnance présidentielle. C'est l'acte du président de la République. Donc le contre-saint ministériel a une valeur politique et juridique en droit. C'est-à-dire quand vous contresignez, vous vous engagez à l'exécuter. Le contre-saint, ce n'est pas un aval. Ce n'est pas une autorisation. Non, ce n'est pas une autorisation parce que le Premier ministre ne peut pas autoriser le président de la République. Donc c'est aberrant que le Premier ministre revienne et qu'il nous dise « je n'endosse pas ces ordonnances ». Mais c'est aberrant. C'est aberrant, c'est sûr qu'ils l'ont constaté parce qu'il n'est plus revenu. Parce que nous avons tous suivi le point de vue des presses. Vous n'avez pas entendu le Premier ministre redire ce que son porte-parole avait dit. Bon, tout le monde peut se tromper. Et lui aussi, c'était un grand professeur d'économie. C'est celui qui s'est rendu compte, après les avis des juristes expérimentés, que monsieur le professeur, bon, vous savez, en droit constitutionnel, il a cessé. Il n'en a plus parlé. Donc il peut s'être trompé, c'était errare humanum est. Donc c'est un faux fuyant aujourd'hui que de dire qu'il a violé la Constitution parce qu'il n'y a pas le contre-saint du Premier ministre. Non, il n'y en a pas. L'article 90 ne dit pas qu'il était dans le pays. Non, on dit en cas d'empêchement. C'est ça la Constitution. Maintenant, prenons le deuxième argument. Conseil supérieur de la magistrature. Mais vous savez, pour ces nominations, c'est l'article 82 de la Constitution, le président nomme et peut révoquer, mais sur avis du Conseil supérieur de la magistrature. Qui font partie du Conseil supérieur de la magistrature? Il faut que notre peuple, qu'on le sache. Mais ce sont les hauts magistrats eux-mêmes. Le procureur général est là. Tous ces hauts magistrats font partie du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont eux qui ont proposé au président de la République. Et en réalité, au lieu de s'en prendre au président de la République, il fallait s'en prendre au Conseil supérieur de la magistrature. C'est eux qui ont proposé.
Et quand ils ont proposé, et ça c'est de leur compétence, nos amis ont dit non, ils ne se sont pas réunis. Mais Pierrot, dis-moi, quand le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni, on doit vous envoyer des invitations dans les fermes ou dans les hôtels où vous vous trouvez pour vous dire, écoutez, vous n'êtes pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Ils se sont réunis. Vous n'avez jamais entendu le Conseil supérieur vous dire qu'ils ne s'étaient jamais réunis. En vertu de quoi vous allez dire? Vous n'êtes pas membre du Conseil, on va vous envoyer des invitations à quel titre? Non. Donc, ils se sont réunis et ils ont fait ces propositions-là. Vous avez évoqué la règle de l'inamovibilité. La règle de l'inamovibilité, mais c'est l'article 150 de la Constitution qui dit ceci. Parce que l'inamovibilité n'est pas absolue. Ok. L'article 150, le dernier alinéa, on dit le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. J'aurais voulu que Pierrot, ce soit vous qui puissiez lire ça, et non pas moi, parce que ce serait beaucoup plus... C'est ça. L'inamovibilité, ce n'est pas un principe absolu. Un magistrat du siège peut être déplacé lorsqu'il y a une nomination nouvelle. Dans ce cas, est-ce qu'il y a une nomination nouvelle, oui ou non? Mais oui. Non, mais vous parlez des magistrats de manière générale, mais vous savez que les magistrats de la Cour constitutionnelle bénéficient d'un statut particulier, n'ont pas les autres magistrats. Ils bénéficient d'un statut particulier. Ils sont gérés par un statut particulier. Oui. Et ici, vous savez, en droit, il n'y a pas que le texte, il y a aussi ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence. Quand on dit ils sont élus, ils sont nommés, ils sont là désignés pour 9 ans. En réalité, que vos téléspectateurs sachent. Mais il n'y aura pas plus de 3 membres qui feront 9 ans. Parce qu'il y a tirage au sort tous les 3 ans. Il n'y aura que 3 qui, s'ils sont chanceux, qui feront le 9 ans. Mais 6 seront partis, parce qu'il y a eu tirage au sort. Mais il y a eu aussi d'autres cas, par exemple, dans notre cas d'espèce. C'est le pauvre Vundoye, par exemple, TP Mako, professeur de droit administratif, président du Conseil d'État. Mais on a appelé le professeur Vundoye, a été au Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour constitutionnelle, et puis il a été nommé au Conseil d'État. Et vous êtes un grand journaliste, Pierrot. Est-ce que vous avez entendu des juristes dans ce pays se plaindre pourquoi est-ce qu'on a nommé le professeur Vundoye? Il avait encore 9 ans devant lui. Non, mais on dit que c'est une question de volonté parce que Vundoye a accepté le poste. Non, c'est un problème. Ça pouvait être sa volonté. Mais nous parlons des juristes. Nous parlons des juristes qui sont et des analystes politiques. Vous en recevez dans vos émissions tous les jours. Et le droit constitutionnel a vraiment souffert dans ce pays. Tout le monde se veut constitutionnaliste. Tout le monde se veut compétent, mais c'est quel pays? Ce n'est pas possible, c'est la catastrophe. Mais chaque discipline a ses maîtres. Qu'est-ce que je peux vous dire, Pierrot? Vous êtes le gynécologue. Vous souffrez de nerfs. Vous irez chez un pédiatre? Non. Il y a des spécialités. Les médecins, les dentistes, on les appelle aussi médecins. Mais vous voulez être opéré de l'hernie, vous irez chez les dentistes? Non. Chaque domaine. C'est pourquoi nous, les gens disent, ce ne sont pas des plates-bandes. Mais chaque domaine a ses spécialités. Sinon, il n'y aurait pas d'université. Sinon, il n'y aurait pas de faculté. Sinon, moi, je me dirais que j'ai fait le journalisme, mais je n'ai pas été à l'ICI, je n'ai pas vos compétences. Je n'ai pas fait le journalisme. Je ne suis pas compétent dans votre domaine. C'est ça, c'est l'humilité qui doit être reconnue. Donc ici, le pauvre Vundoye est allé là, même s'il ne s'était pas plaint. Donc on veut dire que tous les juristes, les prétendus juristes sont nés après l'avènement de Félix Tshisekedi. Que sur 80 millions d'habitants, toutes les universités congolaises, tous les juristes autoproclamés. Et bon, il n'y avait personne, quand on nommait le professeur Vundoye, tout le monde applaudissait. Non, mais il nomme... Alors donc sur cette base-là, Cour constitutionnelle, donc avis du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu proposition contre saint et ces ordonnances sont parfaitement... Non, mais il nomme 2 magistrats. Là aussi, c'était parmi les reproches qu'on lui a fait. 2 magistrats dans une même catégorie, alors que vous le savez, vous avez même parlé de la question du renouvellement par tiers après chaque 3 ans. Mais le président a nommé 2 magistrats dans une même catégorie, donc il en a enlevé 2. Là, c'est également, les autres ont estimé que c'est violer la loi. Là, vous revenez, vous évoquez bien. Donc, il y a les 9 magistrats sont nommés par le président de la République. 3 viennent sur sa propre initiative. 3 sur l'initiative du Parlement et 3 sur l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son quota, il n'y a que le professeur Kalouba qui est nommé dans le quota du président. Mais dans l'autre côté, sur les 3. Le président en a nommé 2. Au niveau du Conseil de la magistrature. Mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature lui-même, l'organe compétent des magistrats eux-mêmes, qui lui amène, c'est l'organe compétent qui avait envoyé le juge Ouboulou et Kulomba à la Cour constitutionnelle. C'est toujours le même Conseil supérieur de la magistrature.
Et c'est le même conseil qui décide que nous les remplaçons, nous mettons 2 autres. C'est le conseil. Je suis censé comprendre quoi, Professeur Mbata. Oui. Donc, le président de la République peut se réveiller, il dit, bon, les 3 juges que j'ai envoyés à la Cour constitutionnelle ne me plaisent plus, il signe l'ordonnance, il enlève les 3 juges, il n'a pas violé la loi. Non, il ne peut pas faire, parce que lorsque je parle de Kalouba, par exemple, mais vous avez, il remplace qui? Il remplace l'ancien président du Sénat, de la Cour constitutionnelle. Il était dans le quota du président de la République. Le président ne se réveille pas comme ça, il décide. Mais prenons justement les 2 qu'il a enlevés de la Cour. Non, les sauf, parlons du président. Okay. Donc, ici, vous avez quelqu'un qui a démissionné, le président le remplace. Maintenant, parlons des 2 autres. Le président fait sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Je suis censé comprendre quoi? Oui. C'est-à-dire que les tenants de la catégorie des 3 juges, ils peuvent se réveiller un matin, ils disent, bon, on enlève les 3 et ils ne violent pas la loi. Bon, là, ils doivent respecter leurs règles au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, vous voyez aussi dans ce cas, c'est que d'après la théorie de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, les 3 pouvoirs sont indépendants. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et l'article 149 est clair. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Et l'article 162 dit ceci, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Je vous pose cette question, professeur, parce que vous avez dit que les 2, Kilomba et Ouboulou, ont été enlevés sur proposition de l'organe qui les a envoyés là-bas. C'est comme ça que j'ai dit. Si cet organe-là décidait de changer même les 3, le président pouvait les faire et il n'y a pas violation des lois. C'est la question que je pose. Parce que les autres ont dit comment on peut enlever 2 membres d'une même catégorie au même moment, alors que la loi parle plutôt d'un renouvellement partir, c'est-à-dire non seulement les 2 membres d'une même catégorie, on peut les enlever, mais aussi 3 membres d'une même catégorie peuvent démissionner en un jour. D'une seule catégorie, supposons le président a nommé 3 à la Cour constitutionnelle. Ils ne sont pas contents. Tous les 3 peuvent démissionner en un jour et le président nommera les 3. Donc ne nous limitons pas seulement à ce seul cas-là de remplacement. Je vous donne un autre cas spécifique. 3 peuvent décider ou 2. Ils peuvent dire nous démissionnons aujourd'hui. Et prenons le cas passé. Et évidemment, ils n'étaient pas de la même catégorie. Et le pauvre Bagnaouk et le pauvre Issambo ont démissionné le même jour. Évidemment, ils étaient de catégories différentes. Mais dans une même catégorie, ils peuvent dire non, nous ne sommes plus d'accord avec le Parlement qui nous envoie, nous démissionnons. Et le Parlement sera invité à désigner des remplaçants. En clair, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais violé la loi. Il n'a pas violé la Constitution, il n'a pas violé. Il n'a pas violé. Mais ici, une précision doit être apportée. C'est quand le pauvre dit cela, cela ne signifie pas qu'il ne peut jamais violer. C'est-à-dire, en droit, nous avons quoi? Si vous voyez qu'il y a des plaintes à faire, le droit établit des mécanismes. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas au président du Sénat, il n'est pas qualifié. Ce n'est pas au président de l'Assemblée, de la présidente, il n'est pas qualifié pour juger des actes. Nous avons des instruments établis. Donc ce n'est pas dans vos médias comme on le voit tout à l'heure, un journaliste qui vient vous dire non, il a violé. Tel politicien, il a violé. Mais monsieur, vous avez quelle compétence? Mais moi encore, je me présente, mais prof non plus, vous n'avez pas la compétence. Mais du moins, vous savez, en droit, il y a les sources de droit. Les sources de droit, où est-ce que vous vous référez? Il y a les textes de loi, je me réfère ici au statut de la Cour pénale internationale. Vous avez les traités à Cour internationaux, vous avez les principes généraux de droit, vous avez la jurisprudence. Mais vous avez écrit aussi les écrits des éminents juristes. Et curieusement, bon, je ne sais pas, il semble que je suis parmi les meilleurs constitutionnalistes du pays et du continent. Et j'écris. Et mes avis, les avis de Prof Mbata, ce n'est pas à confondre à n'importe qui viendra. Parce que les avis des éminents juristes sont une source de droit reconnue internationalement. Et je peux le dire. Et lorsque nous parlons même du droit constitutionnel dans ce pays, et il y a trop de constitutionnalistes, je viens de l'université de Kinshasa pour l'université où j'enseigne, je suis professeur ordinaire. Donc j'ai le dernier grade de l'université du Congo. Mais nous savons qui enseigne le droit constitutionnel au Congo. Et qui peut parler. Je ne veux pas vous citer le nom. Hein? On connaît quand vous allez à l'UNIKIN, au lieu de dire non, tel prof. La faculté, allez à la faculté de droit, on vous dira qui sont, le doyen peut répondre à la minute même, qui sont les constitutionnalistes ici. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez. Et vous avez même des pénalistes, au lieu, on leur interdit pas. Mais alors ils se trompent. J'ai vu un autre, si ce n'est pas un pénaliste de Kinshasa, un autre vient de Kisangani, il vous donne, mais comment rester en droit pénal? J'aime bien vous lire dans cette polémique avec vos confrères pénalistes. Hein. Je me rappelle de comment vous avez répondu à Sambo Colombe en disant qu'un pénaliste ne peut pas s'hasarder sur cette plate-bande-là. Voilà. Bon, il n'est pas revenu, mais c'est quand même, je ne lui interdisais pas. Les autres ont dit qu'on est intellectuel, on peut opiner sur n'importe quelle question. Oui, on peut opiner, mais il y a des experts quand même. Vous n'allez pas opérer, sinon personne n'irait plus dans nos hôpitaux, s'il n'y aurait plus de spécialistes.
Professeur Mbata, on revient sur la question. Finalement, vous dites que le président n'a pas prêté serment. Il n'a pas violé. Qu'est-ce que j'ai dit? Le président n'a pas violé la Constitution en nommant les juges. Maintenant, là où nous parlons, il y a un problème sur la prestation des juges. La loi dit qu'ils doivent prêter serment, mais le Parlement, contrôlé par le FCC, est contre cette prestation des serments. Vous le savez, le président a reçu Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba. Les deux ont dit qu'ils sont allés rappeler au président qu'ils sont attachés au texte et que d'une certaine manière, ils ne sont pas prêts à accompagner le président dans cette prestation des serments. Qu'est-ce qui doit être fait actuellement? Parce qu'on dit que le président peut le faire, il peut recevoir les serments sans les autres. Qu'est-ce que la loi prévoit exactement dans ce cas-là? Je vais arriver là, je vais en parler. Parlons d'abord de l'audience que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont eu avec le président. Mais moi, j'ai trouvé ça assez bizarre. Vous demandez, c'était à leur demande, vous voulez voir le président de la République pour parler de la Cour constitutionnelle qui appartient à un autre pouvoir et sans l'autre pouvoir. Bon, j'ai trouvé ça un peu une tentative de tricherie. Comment? Parce que le pouvoir judiciaire, je vous ai dit l'article 149, il est indépendant. Pourquoi vous sollicitez une audience en catimini? Je ne dis pas catimini, non. À votre demande restreinte, vous voulez parler de notre pouvoir en l'absence de cet autre pouvoir-là. Ce n'était pas bien. Le président a fait une erreur en acceptant donc cette audience. Non, mais le président est très bon, il ne pouvait pas refuser de les écouter. Et c'est pourquoi vous avez vu après, les magistrats eux-mêmes qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Le Parlement n'est pas devenu le pouvoir judiciaire. Vous avez vu, eux aussi, ils ont demandé l'audience pour réaffirmer ce qu'ils ont dit. Revenons maintenant, l'ordonnance donc, qui nomme les magistrats, elle est parfaitement constitutionnelle. Et moi, je crois, dans une sortie, j'ai demandé au président de la République de recevoir le serment des 3 juges. Sans le Parlement? Non. Disons ceci, cette matière-là est réglée par l'article 10 de la loi organique. Ok. C'est ça la loi organique, l'original du droit officiel. La loi organique du 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La matière est réglée par l'article 10 et comme c'est tellement important, j'aurais voulu que vous puissiez lire vous-même cet article 10 au sujet de l'appréciation des serments et vous aurez la réponse. L'article 10. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Ils prêtent devant le président de la République les serments suivants. Moi, je jure... Oui, allez jusqu'à la fin. Moi, la fin de l'article. Je jure solennellement de remplir loyalement. Laissez le serment. Allez ok, à la fin de l'article. Le président de la République leur en donne acte. Merci. C'est ça l'article 10. Le président, avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour prêtent serment devant le président, l'Assemblée nationale, le Sénat. C'est-à-dire que c'est des compartiments importants qui doivent être représentés dans cette prestation de serment. Mais vous avez raison. On n'en disconvient pas. C'est que la précision qu'il faut amener ceci pour... Il y a des amis qui, depuis cette histoire des ordonnances sur l'état d'urgence, ne rêvent que du Congrès. Le Congrès n'est pas prévu. Dans ce que vous avez lu, il n'y a pas de Congrès. Il n'y aura pas de Congrès. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus peut-être de mauvaises intentions. Disons d'abord, quand le président de l'Assemblée nationale, du Sénat et la présidente de l'Assemblée disent qu'ils sont attachés au texte, mais il faut s'en réjouir. Que pendant 18 ans, des gens n'étaient pas attachés au texte. Il a fallu attendre un nouveau régime pour que les gens se montrent attachés au texte. C'est qu'il y a une bonne chose et nous applaudissons. Parce que pendant les dernières années, on se moquait des textes. Donc, ce qu'il faut, ça c'est aussi à l'actif de Félix Tshisekedi. C'est qu'avec lui maintenant, tout le monde, même ceux qui les violaient régulièrement, se disent attachés au texte. Ceux-là vous ont quand même donné l'alternance. Revenons. Alors que Kabila n'avait que 47 ans, ne soyez pas ingrat. L'alternance nous a été donnée par le peuple. C'est le peuple congolais. Donc, disons ceci. Alpha Condé a 82 ans, il modifie la constitution. Ouattara a fait pareil. Kabila a 47 ans, il a décidé de vous donner quand même le pouvoir à un moment donné. Ne soyez pas ingrat, professeur Mbata. Nous lui avons expliqué qu'on laisse Kabila tranquille. Nous avons toujours dit qu'il y a une vie après la présidence. Il y a une vie après la présidence. Laissez-lui juger de sa vie. Si vous avez un autre candidat, parce que vous êtes un grand groupement politique, nous disons, mais choisissez un autre candidat, ne nous chantez pas Kozonga, c'est quoi ça? Vous n'avez pas d'autres personnes. Nous disons, Félix Tshisekedi est président de la République, nous sommes sûrs, nous allons travailler, il aura un second mandat, mais je vous dis, avant la fin de son mandat, il n'y aura pas d'Akozonga, le deuxième mandat du président Félix. Parce que nous, c'est l'état de droit. Ces 2 mandats, le président le sait. Avant la fin, il n'y aura pas d'Akozonga. Nous aurons des candidats de l'UDPS pour ce peuple. Parce que nous sommes nombreux.
On ne manque pas déjà pour dire à causons, il n'y a qu'une seule personne, vous êtes tant de millions. Bon, revenons d'abord à la question. Revenons. Donc, il ne faut pas prêter de mauvaises intentions. Qui vous a dit que le président de l'Assemblée nationale ne sera pas là? Qui vous a dit que le président du Sénat ne sera pas là? Ils n'ont pas dit. Je ne l'ai pas suivi personnellement. Je ne l'ai pas suivi. Et puis, ils prêtent serment devant l'Assemblée nationale. Mais Perrault, qui font l'Assemblée nationale? On n'a pas dit le bureau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est vous qui avez lu. Vous avez dit le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Est-ce que vous avez lu l'Assemblée nationale représentée par son bureau? Est-ce que vous avez lu le Sénat représenté par son bureau? Non, mais l'Assemblée nationale, c'est qui? L'Assemblée non, nationale. est-ce que disons d'abord. Non, on n'a pas dit ça, mais l'Assemblée est engagée par une personne. Non, le Sénat de même. Ici, ce n'est pas l'engagement. Les députés seront invités. Tous les députés et sénateurs, je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, et même la présidente, ils seront invités, tous nous serons invités. Professeur, c'est grave ce que vous voulez dire. Vous voulez nous dire quoi? Que Félix peut se contenter de prendre 3 députés, 2 sénateurs, et dire que c'est l'Assemblée qui est représentée? Non, le protocole d'État va nous envoyer des invitations. C'est tout. À tous les sénateurs, il va nous envoyer des invitations. Et d'ailleurs, ce n'est pas vous que j'apprendrai, Sapero. Vous avez vu le procureur général près de la Cour constitutionnelle prêter serment? Oui. Qui est devant? Mais devant, il n'y a que le président de la République. Où sont assis les membres des 2 bureaux? Mais dans le public, avec tous les députés et tous les sénateurs, vous l'avez vu régulièrement. À la tribune, il n'y a qu'une seule personne. Et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Professeur Mbata, revenons sur le texte. C'est ça le texte. On va d'entrer en fonction les membres de la Cour. Devant l'Assemblée nationale. Devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat. Oui. Ces 2 institutions sont représentées par... Non, on n'a pas dit. C'est vous, revenons au texte. Non? Vous avez dit le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. C'est ce que vous avez lu. Vous n'avez pas lu l'Assemblée nationale représentée par son bureau. Non, mais quand on dit devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, ça veut dire quoi? C'est devant tous les députés. Donc je peux me réveiller, je prends 5 députés, je dis bon, ce sont des députés, c'est l'Assemblée nationale, je prends 3 sénateurs, je dis c'est ça l'Assemblée. Il faut même corriger les mots. Tu ne prends pas, tu invites tous les membres de l'Assemblée nationale. Tous seront invités. Et s'ils ne viennent pas alors? Si à ce moment-là, la majorité décidait d'ordonner à ses députés et à ses sénateurs de ne pas venir, on fait quoi? Même si, c'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes invité à une fête, Pierrot, et vous avez assisté à beaucoup de fêtes, mais vous supposons vous célébrez votre mariage, et vous invitez le président de la République, Félix Tshisekedi, l'un des invités des marques, mais que le président Félix ne vienne pas à votre mariage, ça annule votre mariage? Non, mais le mariage peut avoir un problème si les bourgmestres ne viennent pas. Ou si, voilà. Si l'ascenseur, ou comment on l'appelle, les gens qui notent là, le greffier, si le bourgmestre ne se fait pas accompagner par ses services, si un membre des services du bourgmestre ne vient pas, le mariage n'est pas acté. C'est pourquoi ça valait la peine de venir à votre émission. Si le bourgmestre n'est pas là. Mais vous savez qui est le bourgmestre ici? C'est celui qui reçoit le serment et qui vous en donne acte. C'est qui? Mais c'est le président de la République. Et vous l'avez bien dit, c'est lui le bourgmestre. Il est seul, c'est lui qui célèbre et puis vous en donne acte. Tous les autres là-bas, vous savez, les députés, ils font quoi ce jour-là? Vous savez ce qu'on fait? Mais on sera là pour applaudir les nouveaux juges et pour leur sourire. Surtout par ce temps de coronavirus, je crois qu'il faut sourire de plus en plus. Et moi, je ne m'en prive pas quand il faut sourire. Les membres de l'Assemblée, nous serons là pour applaudir et pour sourire. Professeur, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous dites que le Sénat, c'est les sénateurs, l'Assemblée, c'est les députés. Ils seront invités. S'ils reçoivent un mot d'ordre, malgré les invitations de ne pas venir, et qu'on se rend compte qu'on arrive dans la salle, vous n'avez pas la majorité des élus, des peuples dans la salle, on fait quoi? On demande, le président... Ce n'est pas le Congrès, on ne demande même pas le quorum. Il n'y a pas de ce jour-là, on ne pose aucune question aux membres, aux députés, aux sénateurs. Les autres jours, quand nous allons, vous avez un ordre du jour. Qui sont pour? Voilà. Qui sont contre? Voilà. Qui s'abstiennent? Aucune de ces questions-là ne sera posée ces jours-là. On ne fait aucun acte ces jours-là. C'est protocolaire. Aucun député, même pas le président de l'Assemblée nationale, même pas le président du Sénat, on va lui donner, il n'y a pas de vote pour ou contre. C'est protocolaire. C'est simple. Mais là où c'est imposé, c'est quoi? Ça, je vous ai dit au départ, le président du Sénat ne vous a pas dit qu'il ne sera pas là. Dans tous les cas, il y aura des membres. S'il n'est pas là, il peut être empêché. Non, il y a des fêtes de mariage auxquelles moi-même je ne veux pas aux célébrations.
Les deux autres membres seront là. Il y aura des sénateurs. Il y aura des députés. C'est aussi simpliste de voir les choses comme ça. Ce n'est pas simpliste, c'est ça la Constitution, c'est ça aussi simpliste que de voir des choses comme ça, professeur. Mais c'est ça l'État. Vous avez invité un constitutionnaliste. Hein? Donc, il va vous parler de textes. Je ne suis pas venu ici parler de la théologie ni de la morale. Je ne suis pas venu parler de la religion. Je sais que vous aimez aussi bien la religion. Vous avez invité un constitutionnaliste, un professeur des universités, un juriste. Il vous parle en fonction des textes. Donc voilà, c'est simple. Mais moi, je formule le vœu, je crois qu'au courant de la semaine, ils seront là. Vous le verrez d'ailleurs. Vous verrez, et on va prêter ce... Mais ce débat sera clos, il est même déjà derrière nous. Mais on le fait pour des raisons pédagogiques. On va voir ce que ça va donner. Madame, messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Ce soir, notre invité, un éminent professeur des universités, le professeur André Mbata. Avec lui, on fait un peu le tour d'horizon des matières de droit qui retiennent l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous avez fait une parenthèse assez intéressante. Je voulais quand même qu'on y reste un peu pendant 2-3 minutes sur la question du retour des Kabila. Vous êtes professeur des droits constitutionnels. Beaucoup estiment qu'après s'être reposé, après avoir fini ses 2 mandats, Kabila peut revenir. Est-ce que constitutionnellement, le sort de Kabila est réglé? Lorsqu'on fait 2 mandats, on n'a plus le droit de revenir dans le pays, au pouvoir? Il est sénateur à vie, il ne reviendra pas. Il ne viendra pas, les gens ont beaucoup ri, mais c'était une métaphore que je disais pour revenir. Il faut mourir ressusciter le 3e jour sous une nouvelle identité. Mais c'était une métaphore pour dire le sénateur à vie. Et d'ailleurs, les gens pouvaient encore en douter s'il avait accepté le poste ou non. Vous l'avez vu dernièrement au Sénat, et il insistait même apparemment. Lorsqu'on lui a donné le truc, il dit ben, pourquoi on n'a pas écrit à vie? Mais pourquoi et lui, il comprend plus facilement les choses que certains tambourinaires ou turiféraires. Lui-même, le président, l'ancien président Joseph Kabila, il comprend mieux les choses. Il est allé au Sénat, dit où est mon truc à vie? Constitutionnellement, c'est bloqué. Il ne peut plus revenir. Non, il ne peut pas. Et d'ailleurs, vous n'avez pas à vous parler de constitutionnalistes. Est-ce que vous avez entendu un grand constitutionnaliste de l'autre quand vous dites le contraire de ce que le professeur Mbata dit? Mais ce sont des gens qui ne comprennent rien à la matière, qu'on reçoit à la longueur des journées sur les plateaux. Vous avez vu un grand constitutionnaliste, et on les connaît, je vous ai dit qu'ils sont constitutionnalistes. Vous en avez vu sur vos plateaux ou sur un autre plateau, vous dites le contraire? Non. Et le président, l'ancien président est conscient lui-même qu'on cherche un remplaçant. Il doit jouir de ça. Il y a une vie après la présidence. Bon, ça vaut la peine. Je l'avais dit devant Blaise Compaoré à Ouagadougou. Je l'ai revu après à Abidjan. Devenu ancien président, il dit, vous avez raison. Il y a une vie après la présidence, qu'on le laisse tranquille. Il ne reviendra pas. L'article 220 l'interdit. Parce que 2 mandats. Et puis vous savez, ils vous disent, non, il pouvait se reposer, tout ça. Les gens font la confusion. D'après le droit constitutionnel russe, le droit constitutionnel russe qui a permis à Poutine de rentrer, de mettre Medvedev et de revenir. Ce n'est pas le nôtre. Le Russe avait mis justement 2 mandats consécutifs. Et il l'avait fait à dessein. Et vous savez, Poutine, c'était un ancien de la KGB. Et ils ont des constitutionnalistes chevronnés. Ils ont calculé qu'en mettant ça, Poutine pouvait rentrer. C'est ce qui a permis la brèche. Nous, on n'a même pas mis le mot consécutif. C'est-à-dire qu'en Russie, vous faites 2 mandats consécutifs, vous ne revenez plus. Si vous faites 2 mandats, vous ne revenez plus. Vous ne revenez plus. Et c'est d'ailleurs... Donc, il ne peut pas revenir. Et si Kabila avait perdu les élections en 2011, il avait encore le pouvoir de revenir? Qui? Kabila, Joseph. Oui. Parlons-en, professeur. Kabila a été élu en 2006 pour un premier mandat. Ouais. Il a été réélu en 2011. Ouais. Prenons l'hypothèse où on arrive en 2011, il est battu par le feu Étienne Tshisekedi de Mulumba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2016, il revient encore, il a la possibilité. Bon, disons ceci. D'abord, c'est une hypothèse qui s'est déjà passée, mais ici, c'est le scientifique qui réfléchit. Oui. Je crois à ce niveau, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui décide. C'est comme je vous l'ai dit, en dernier, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle pouvait trouver une brèche pour le faire revenir. S'il avait perdu. Oui, s'il avait perdu. La Cour constitutionnelle pouvait trouver une brèche pour le faire revenir. Mais malheureusement, c'est passé. Et à ce moment-là, il perd en 2011, il revient en 2016 pour un seul mandat ou il peut enchaîner 2 mandats après? Parce que là aussi, non, c'est des questions on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Le problème, c'est de ne pas dépasser 2 mandats, quel que soit les temps que vous mettez. Parce que vous voulez qu'il revienne aujourd'hui. Ce sera un 3e mandat. Ce sera un 3e mandat. On ne remet pas dans sa vie, dans sa carrière, on ne remet pas, on dit, il a été président de la République
un premier mandat telle année, il revient, ce serait un troisième mandat et on serait en déphasage avec la Constitution de la République. On va parler un peu politique, professeur. Donc qu'on le laisse tranquille, qu'on cherche une nouvelle personne, qu'on cesse d'embêter notre... Et puis, laissez-moi dire une chose. Mais le sénateur à vie n'appartient plus à un parti. Et je crois même qu'il devait cesser d'être président de FCC. Et s'il y a des constitutionnalistes sérieux, ils doivent aider notre ancien président de la République. Il devait cesser toute activité, il devait cesser d'être actif. Parce que vous savez, le sénateur à vie, c'est le peuple congolais qui l'a dit. Il fait partie du patrimoine national. Il ne peut plus appartenir à un clan politique. Et même tous ces déplacements, vous voyez, notre sénateur à vie, ce n'est pas en train de visiter un siège, vous l'appelez chef du parti, c'est une erreur. Il faut avoir le courage de bien le conseiller. Il ne doit plus être actif. Il fait partie du patrimoine politique et constitutionnel de ce pays. Il appartient, le sénateur à vie, mais il appartient à tous les Congolais. C'est pourquoi nous avons ce droit. Il n'appartient pas au FCC à qui que ce soit. Qu'on le laisse tranquille, il y a une vie après la présidence et dans tous les cas, il ne reviendra pas. Quelques 2-3 sujets politiques, professeur. On quitte un peu le droit. Vous dites qu'il ne revient pas. Est-ce que ce n'est pas Félix lui-même qui fera qu'il revienne? Quand vous avez un président de la République qui vous dit qu'il est fatigué, que ce n'est pas facile d'enchaîner comme ça 2 mandats. Quand vous avez un président de la République qui, à chaque fois qu'il y a un problème, il vous dit qu'il n'était pas informé. Il était avec Kamere en train de prendre l'argent à la banque et il n'était pas informé. Il préside des conseils des ministres. Tundayaka Sende repos, il n'est pas informé. Roubero va installer un bourgmestre à Minembo, il n'est pas informé. Est-ce que ce ne sont pas ces élans-là, ces failles de notre actuel président qui donnent envie que Kabila revienne, par exemple? Non, mais comment? Ce n'est pas possible. Mais les Congolais seraient considérés comme des malades en faisant entrer l'ancien président. On serait des fous. Ces pays de 80 millions n'auraient pas de gens. Mais ce serait la catastrophe, Pierrot. Kinki Moulumba a répondu à cette question. Vous ne pouvez pas être président de la République comme vous êtes là. Kinki a dit que les gens comme Kabila sont des espèces rares, des espèces rares. Ah il est professeur d'université comme vous. Hein. Bon, mais il y a université. Il y a professeur d'université. C'est-à-dire il est professeur. Je n'entre pas dans le débat, mais tout ce que je peux dire, c'est ceci. Kabila je Désir, vous oppose ces arguments. L'association Kabila Désir qu'on avait créée, ça existe encore? Kabila Désir. Ça n'existe plus. Ce sont les mêmes. Non, vous reposez les mêmes arguments et là, ça me permet de dire une chose. Je crois que le professeur d'université, c'est un peu la lumière du pays. Un professeur d'université ne fait pas la science du ventre. Un professeur d'université n'est pas là. Mais nous avons une carrière beaucoup plus honorable. Hein? Donc, un professeur d'université, et pour les générations à venir, ce n'est pas n'importe qui. Vous voulez dire quoi? Kinki est professeur de ventre? Je ne suis pas en train de parler de Kinki. Bon, vous savez, je n'aime pas parler des individus. Mais je dis seulement ceci, que nos universités, il y a beaucoup de professeurs qui n'ont Mais plus vous n'avez pas répondu à la vraie question quand je parle du président Félix qui s'est montré le président Félix. Il dit fatigué. D'abord, c'était mal interprété. Il a dit qu'il n'était pas au courant. C'est quand même lui le président. Il est supposé être l'homme le plus informé de nous. Mais après 2 mandats, c'est ce qu'il a voulu dire. Parce qu'il va aller en 2e mandat. Et avec beaucoup de chance d'être réélu. Et nous ferons tout qu'il soit réélu. Bon, mais après 2 mandats, il s'est montré exténué, fatigué alors qu'il n'est qu'à la 2e année. Notre président est fatigué. Non, il a dit après le 2e mandat. Il est fatigué. Il sera fatigué. Il dit humainement c'est impossible. On ne peut pas tenir. À plus de 2 mandats, non. C'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas voulu dire qu'il ne va pas se présenter, non. Il fera un 2e mandat et après, j'ai tenu à préciser, nous ne serons pas en manque d'un candidat. D'ailleurs, ils seront nombreux. Dès la 3e ou la 2e année, vous verrez des candidats, il n'y aura pas de Azonganaï. Il n'y a pas le titre. Le siège appartient à tous les Congolais. Ça aura été le tour de notre président Félix. Et quand le président lui-même dit qu'il n'était pas informé, là aussi ça pose problème. Non, il est quand même le Congolais qui est supposé être le mieux informé. Comment les choses se font sous ses pieds Vous parlez du cas qui sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce que le ministre d'État Roubero passe à l'Assemblée nationale tout à l'heure pour l'interpellation. Eh bien, lui-même a dit dans une émission, je ne sais pas, avec l'un de vos confrères, bon, il dit qu'il avait 2 heures de mission. Mais aucune autre mission ne mentionne Minembwe. Alors, si vous amenez les 2 heures de mission au président de la République, de M. Roubero, il n'y a aucune ne fait allusion à Minembwe. Mais c'est tout à fait normal que le président, même le Premier ministre, vous dise qu'il n'était pas informé parce que l'ordre de mission qu'on lui avait donné pour la caravane de la paix, ce n'était pas là-bas. Donc, je ne vois pas le problème que le président ne dise pas. Et puis même, il est déjà là à Minembwe. Vous êtes président de la République. Mais vous n'allez pas le faire arrêter. C'est trop tard. Vous n'étiez pas informé, mais il est sur place. Donc, voilà un peu dans quelles circonstances le président peut dire qu'il n'était pas informé. Parlons justement de Minembwe, professeur. Vous êtes pour ou non l'élévation de cette commune? Il y en a aussi qui disent que régler la question de Minembwe, c'est
avoir le courage de régler la question des Banyamulenge. Certains disent que ce ne sont pas les Banyamulenge, ce sont les Banyarwanda, ce ne sont pas des Congolais. Vous êtes constitutionnaliste et penseur d'université. Est-ce que les Banyamulenge sont-ils des Congolais? Bon, je suis sûr que certains dans la diaspora, j'ai même suivi. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce que le pauvre dit là? Mais le pauvre, c'est un penseur de droit constitutionnel. Les articles qui parlent de la nationalité, l'article 10, mais ce problème avait été résolu. Ils sont Congolais. Le pauvre l'universitaire, ce n'est pas un populiste. Hein? Il n'a pas besoin de plaire, il doit dire la vérité. C'était ça la question qui était débattue à Sand City. Et elle était réglée par le peuple congolais lui-même dans cette constitution. Qu'il est Congolais d'origine, personne appartenant au groupe ethnique, dont les territoires, tout ça. Ce n'est pas par le nom. Il faut une interprétation large. C'est pour mettre fin à la guerre là-bas. Mais ils sont Congolais. Et puis ils ne sont pas Congolais aujourd'hui. Du temps de Mobutu, il y avait des gens qui étaient là-bas. Et puis ils ne sont pas Congolais. On nous prendrait pour des ridicules. Nous serions ridicules, Pierrot. Vous avez eu un vice-président de la République, Rouberois, vice-président de la République. Il était candidat président. Sa candidature a été validée par votre cour constitutionnelle et la CENI. Il a été proclamé. Et vous venez dire qu'il n'est pas Congolais. Mais nous serions ridicules. Nous serions ridicules devant l'humanité tout entière. Donc quand Martin Fayulu dit que Félix est en train de parachever l'œuvre de balkanisation amorcée par Kabila, vous ne comprenez pas ça. Hein? Non, mais c'est assez malheureux. Je comprends, mais mon ami Martin Fayulu, c'était un financier. Il a oublié les dispositions constitutionnelles. Comme c'est simple comme réponse. Il a oublié l'article 10, c'est permis quand même, nos Pierrot, on peut oublier. Même nous-mêmes constitutionnalistes, je ne connais pas tous les articles par cœur, mais vous comprenez que dans cet élan-là, dans cette chaleur-là, et avec cette saison des pluies qui a commencé, que le président de l'ECD a oublié certaines dispositions constitutionnelles. Pourquoi est-ce que lui a lorsqu'il parle des régimes de Félix comme étant un régime illégitime, un régime voyou, un régime corrompu, un régime plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, régime voyou, corrompu. Vous qui défendez ces régimes, vous dites quoi, professeur Mbata? Non, mais vous savez, nous, au niveau de l'UDPS, au niveau du président Félix lui-même, il nous faut une opposition dans ce pays. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans opposition. Et c'est ainsi que le président de la République, depuis le début, il en avait appelé au choix du leader de l'opposition. Je crois que vous devez avoir suivi ça. Oh. Et vous savez qu'il fait bloquer le choix du leader de l'opposition. Ce n'est pas le président Félix. Ce n'est pas l'UDPS. Dès le premier jour, il a demandé, parce qu'il nous faut une opposition. Mais une opposition, pour quoi faire? Mais l'opposition, c'est pour l'intérêt du peuple. Pour corriger, aider les autres. Et vous en avez partout. Vous avez Trump, par exemple, qui n'avait pas gagné. Vous avez la madame, l'épouse de l'ancien président qui avait perdu. Hillary. Oui, Hillary, il n'est pas continué avec ses discours comme ça. Vous savez, la politique là atteint une autre dimension. Mais vous n'allez pas dire illégitime, ça c'est de dépasser de l'ancien temps. On a besoin d'une opposition dans ce pays. On en a besoin. Mais ce n'est pas pour son propre intérêt. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là que vous devez devenir opposant. Moi, je l'ai toujours dit. Je n'ai pas de fonction en politique, mais Pierrot, je rentre dans mon université. Et c'est quelle fierté d'enseigner dans les universités. Il n'y a pas mieux que ça. Mais tu n'as pas là parce que tu dois être là. Si tu n'as pas été là, mais tu vas tenter la prochaine fois. Vous voyez l'exemple de la France. Mitterrand a gagné les élections après combien d'échecs? Il n'a pas passé tout le temps à insulter les De Gaulle, tous ceux qui sont passés. Non. Les Pompidou et les autres. Non, les Pompidou. Préparez-vous calmement. Voyez ce qui a manqué la fois passée. Et j'aurais voulu que nos amis se préparent pour 2023. Et ainsi de suite. C'est ça la meilleure opposition. Mais ce n'est pas crier, faire... Non, ça, ce n'est pas l'opposition. Monsieur Mbata, le pouvoir ne vous intéresse pas? Vous ne voulez pas être ministre? Vous ne voulez pas être Premier ministre? Ça vous tente pas? Non, mais c'est sûr. Vous êtes quand même député aujourd'hui. Mais vous savez, au début, il y a eu un sondage. Les gens ont estimé que je devais être Premier ministre. Et ils estiment que je serai parmi les meilleurs premiers ministres de ce pays. Vous êtes à l'aise d'être dans une assemblée où vous avez comme collègue Daniel Issafou et les autres? Non, mais si c'est le peuple qui l'a envoyé, je vous ai répondu. Si le poste, on estime que je dois l'assumer, je crois que je ne serai pas incompétent, Pierrot. Je donnerai à ce pays l'un des meilleurs premiers ministres qu'il ait jamais vu. Vous y travaillez ou vous ne refuserez pas si... Je ne refuserai pas. Si le peuple demande, la nation demande, je ne refuserai pas parce que, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas
au cœur de l'Afrique, après 50 ans d'indépendance, vivre la situation dans laquelle nous vivons. C'est catastrophique. On ne peut pas. Et je vous ai dit au départ, peut-être il est bon de rappeler, les Congolais ont fait un miracle que Dieu ne peut pas faire, transformer un paradis en enfer. C'est quel pays? Nous sommes quelle puissance? Quel budget? Le taux de corruption? Regardez les routes. Le pays, vous avez l'un des fleuves le plus majestueux au monde, vous n'avez pas d'eau potable. Et bon, à Kinshasa, si vous êtes à Kinshasa, le travail que vous pouvez faire en 2 jours ailleurs, vous le faites pendant 2 semaines à Kinshasa parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et vous avez Inga. C'est inacceptable. C'est un sentiment de révolte pour tout le monde. Et ce pays doit nous intéresser plus. Nous devons aimer ce pays plus que nous-mêmes. Le pouvoir, tout simplement, pour s'asseoir là et ne pas servir le peuple, ça ne vaut plus la peine. On fera les bilans, parce que vous êtes au pouvoir, vous, de l'UDPS, ça fait presque 2 ans, et ce n'est pas mieux que Kabila, quand même, hein, que vous aviez critiqué. Hein. Vous parlez d'un pays magnifique, mais qui a des problèmes. Vous êtes de l'UDPS, ça fait 2 ans que vous êtes arrivé au pouvoir. On sent aussi qu'en 2 ans, vous n'avez pas réussi à améliorer qualitativement les conditions de vie des Congolais. Hein. Mais tout à fait vrai. Il faut dire que nous sommes de l'UDPS, nous avons la présidence de la République et nous participons au gouvernement, mais la majorité, c'est le FCC. Donc on est un peu il y a un peu cette continuité. Le diable, c'est l'autre. Non, je ne dis pas le diable. Le diable, facilement de trouver le bouc émissaire. Vous venez d'un système à un autre, ça va prendre du temps. Et il faut aussi dire que ce gouvernement, notre gouvernement ne fera pas tout seul. Il faudra que les gens soutiennent Félix Tshisekedi. Parce que si on ne le fait pas, c'est contraire à la voie. Nous sommes contre le bien de notre peuple. Professeur, on termine par là. Beaucoup pensent que le problème, c'est le mariage un peu contre nature que Félix a avec le FCC. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'on doit conserver ces mariages avec Félix jusqu'en 2023, ou plutôt, comme beaucoup de Congolais les pensent, il faut rompre avec Kabila pour permettre à Félix d'avoir le contrôle de tout, par exemple en passant par la dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, je dois dire clairement que ce mariage a été imposé par la Constitution. Par le résultat, mais ce n'est pas de bon cœur que l'UDPS a accepté cette coalition, mais c'est imposé par la Constitution. Mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Mais si jamais les conflits persistaient, je crois, j'ai toujours dit, une coalition ne peut pas prévaloir sur les intérêts du peuple. Même s'il y avait n'importe quel accord, il n'y a aucun accord qui peut primer sur la Constitution, sur les intérêts du pays. Eh bien, si l'Assemblée nationale, nous à l'Assemblée nationale, si nous n'arrivions pas à faire notre travail, et si nous entrons dans des crises, mais moi, je ne serais pas opposé à ce qu'on dissolve l'Assemblée nationale. Et je rentrerai dans mon université pendant ce temps. Mais parce que l'Assemblée nationale, nous pouvons être là, ce n'est pas pour servir nos partis politiques. Vous avez le député national, on se privilège qu'il partage avec une seule personne dans ce pays. C'est le président de la République. Le député national représente la nation, pas un parti politique. Les ministres ne représentent pas la nation. Les PDG ne représentent pas la nation. Donc nous sommes les seuls à représenter la nation. Et s'il faut revenir à l'Assemblée, vous savez, même quand vous êtes président du Sénat ou président de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas là pour un parti politique. Vous n'êtes pas là pour un regroupement politique. Quand vous êtes dans ces fonctions, dans ces sièges-là, vous dirigez les représentants de la nation. Et si vous avez dit non, les députés ne seront pas là. Mais je fais partie de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu une plénière où on vous dit que l'Assemblée nationale s'oppose aux ordonnances du président de la République. Jamais. Il n'y a jamais eu une séance du Sénat en plénière où on vous dit que le Sénat s'oppose au président de la République. Il n'y a jamais eu. Donc il ne faut pas que les positions des individus ou des partis politiques de certains individus priment sur les intérêts du peuple tout entier. Donc ça, c'est une précision très importante. Donc le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, nous tous, nous sommes là pour représenter le peuple et non pas nos partis politiques. Mais si jamais nous arrivions à faillir à nos missions, je crois là, si on rentrait dans le cas de la Constitution, moi je ne serais pas opposé à ce qu'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale, mais j'espère que l'Assemblée nationale ne va pas en arriver là. Professeur André Mbata, merci d'être venu nous voir. Je vous remercie. Ça a été un grand plaisir, un vrai régal de vous avoir sur ce plateau pour la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière. J'espère que ce n'est pas la dernière. Je tenais à venir, non seulement, c'est aussi manifester le soutien pour le travail intellectuel que vous faites. Merci. Ce qui n'est pas facile dans ce pays. Et puis, ce sens de rigueur qui n'est pas toujours payant dans un pays où les gens aiment plus l'argent, où l'avoir prime sur l'être. Et vous faites ce travail-là. Je tenais à venir pour la première fois, mais aussi
d'une façon ou d'une autre, vous encourager dans ce que vous faites. Merci beaucoup, professeur Mbata. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle aujourd'hui que notre invité, c'était le professeur André Mbata. Avec lui, on voulait faire une émission pédagogique. Je rappelle qu'il est professeur à des universités, spécialiste en droit constitutionnel. Il fallait faire un éclairage sur des questions liées notamment au droit et au droit constitutionnel. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous.